Sur les murs de Bagdad, un visage promet la force et l'unité. Mais derrière les portraits officiels, une autre mécanique est à l'œuvre, celle de la peur. La brutalité réduit les femmes au silence. Les exécutions déchirent les familles et la terreur s'infiltre dans chaque foyer, dans chaque ruelle. Ce qui avait commencé comme une vision de puissance devient un cauchemar. Un cauchemar qui allait marquer des générations entières. Dans la poussière d'un village près de Tikrit, un enfant né en 1937, déjà marqué par l'absence. Son père est mort avant sa naissance et sa mère peine à l'élever seule. Le jeune Saddam grandit dans un monde où la violence et la vengeance sont des leçons quotidiennes. À la fin des années 50, il rejoint le parti Baas, un mouvement qui prône l'unité arabe, mais qui s'appuie sur la peur et l'assassinat. Très vite, il se forge une réputation d'homme impitoyable, prêt à tuer pour le pouvoir. Quand le parti Baas s'empare de l'Irak en 1968, Saddam est déjà un personnage central. Bien que le président officiel soit Ahmed Hassan al-Bakr, c'est lui qui tire les ficelles dans l'ombre. Il utilise ses réseaux de renseignement, ses prisons et ses milices pour écraser toute opposition. En 1979, il contraint al-Bakr à la démission et devient lui-même président. Son règne absolu pouvait commencer. Saddam veut projeter l'image d'un Irak fort, moderne et respecté. Il multiplie les discours sur le progrès, fait ériger d'imposants bâtiments gouvernementaux pour afficher la puissance de son État. Les universités se développent et les femmes sont encouragées à étudier la médecine, l'ingénierie ou l'enseignement. Certaines intègrent même la fonction publique, donnant l'illusion d'une émancipation nouvelle. Mais derrière la façade, la réalité était tout autre, car ce progrès est entièrement sous contrôle. Les femmes qui travaillent dans les bureaux, les écoles ou les hôpitaux savent qu'elles sont constamment surveillées. Le Mukhabarat, la redoutable police secrète de Saddam, a des yeux partout. Ses agents peuvent se présenter à un domicile sans avertissement, poser des questions ou emmener quelqu'un. La peur s'installe dans chaque foyer. Une peur sourde que le mari, le père ou le fils soient arrêtés au milieu de la nuit pour ne jamais revenir. Ce climat laisse les femmes porter un fardeau immense. Du jour au lendemain, une épouse se retrouve sans mari, seule pour nourrir ses enfants. Des sœurs doivent élever leurs cadets, car leurs frères ont été emmenés. Des mères supplient pour obtenir des nouvelles de leurs fils, disparus dans les geôles du régime. Personne n'ose poser de questions. La moindre inquiétude peut être interprétée comme un acte de déloyauté envers le gouvernement. Le cauchemar ne faisait que commencer. À l'aube du 22 septembre 1980, le silence du désert est rompu. Des jets irakiens déchirent le ciel en direction de l'Iran. À Bagdad, Saddam Hussein est convaincu que la victoire sera rapide, une affaire de quelques mois tout au plus. Mais son calcul est une erreur tragique. Le conflit s'éternise pendant 8 longues années, se transformant en l'un des carnages les plus dévastateurs du XXe siècle. Les villes sont pilonnées, des villages entiers rayés de la carte. Sur le front, des vagues de jeunes hommes sont envoyés à la mort. Une génération entière est sacrifiée. Dans les villes et les villages, le départ des hommes laisse un vide immense. Pour les femmes d'Irak, la guerre devient un cauchemar quotidien. Les mères élèvent seules leurs enfants, cherchant désespérément de quoi les nourrir. Les adolescentes quittent l'école pour travailler dans les échoppes ou aux champs. Partout, les silhouettes en noir des veuves rappellent la perte constante. Le son des funérailles rythme désormais la vie. Mais la guerre offre aussi au régime de Saddam un prétexte pour resserrer son étau. Se plaindre de la souffrance ou même poser une question, c'est risquer d'être accusé de trahison. Et ce sont souvent les femmes qui en paient le prix. Quand un mari est suspecté de déloyauté, sa famille est brisée. Des femmes sont arrachées à leur domicile, emmenées dans des centres de détention pour y être battues, humiliées. Certaines sont violées par les gardes, une punition pour un crime qu'elles n'ont pas commis. Beaucoup ne reviendront jamais. Leurs enfants grandiront orphelins sans jamais savoir ce qui est arrivé à leur mère. Même loin des prisons, la peur est partout. Les services de renseignement de Saddam tissent une toile invisible sur tout le pays, surveillant les familles de près. Recevoir une lettre de l'étranger ou critiquer le gouvernement à voix basse peut mener à une arrestation. Sur les affiches de propagande, on montre des Irakiennes fortes au travail. Mais derrière les sourires de façade, la réalité est une blessure ouverte. Quand les armes se taisent enfin en 1988, plus d'un demi-million de vies ont été fauchées des deux côtés. L'Irak est un pays exsangue, vidé de son argent et de son espoir.
Les routes, les écoles, les hôpitaux sont en ruine. Les familles sont brisées et les femmes portent les cicatrices les plus profondes. Le pays aspire à la paix. Mais pour le peuple irakien, le pire est encore à venir. Car Saddam n'en a pas terminé. Dans le silence qui suivit la guerre contre l'Iran, le regard de Saddam Hussein se tourna vers l'intérieur de ses propres frontières. Une nouvelle cible était dans sa ligne de mire, le peuple kurde du nord de l'Irak. Les Kurdes nourrissaient depuis longtemps un rêve d'indépendance, et certains avaient pris le parti de l'Iran durant le conflit, espérant que cette alliance les rapprocherait de la liberté. Pour Saddam, c'était une trahison impardonnable. Il ne les voyait plus comme des citoyens irakiens, mais comme un ennemi intérieur. En 1987, il lança une campagne au nom de code sinistre, Anfal. À sa tête, il plaça son cousin, Ali Hassan al-Majid, qui allait devenir tristement célèbre sous le nom d'Ali le Chimique. L'objectif n'était pas seulement de mater une rébellion, il s'agissait d'effacer toute trace de la vie kurde dans des régions entières. Le bruit des bulldozers remplaça les bruits de la vie, rasant les villages. Les champs fertiles n'étaient plus que des étendues de cendres. Des familles entières furent raflées. Bilan, plus de 100 000 Kurdes tués et des communautés qui disparurent de la carte. Le sort des femmes kurdes fut particulièrement brutal. Lors des assauts, les hommes étaient souvent exécutés sur le champ. Les femmes et les enfants, eux, étaient séparés, puis poussés violemment dans des camions. Leur destination, des prisons ou des camps de détention. Certaines furent exécutées en groupe, leurs corps abandonnés dans des fosses communes. Les violences sexuelles aux mains des soldats étaient une arme de terreur. Des adolescentes, parfois âgées d'à peine 12 ans, disparaissaient dans les enceintes militaires. On ne les revit jamais. Leurs familles ne surent jamais ce qu'il était advenu d'elles. Pour celles qui survivaient, la vie dans les camps était un calvaire. Dépouillées de toute dignité, humiliées, elles devaient survivre dans la boue, avec à peine de quoi boire ou manger. Des mères impuissantes regardaient leurs enfants mourir de faim ou de maladie. Des témoignages firent plus tard état de femmes battues si elles pleuraient un proche disparu. Le chagrin lui-même était devenu un crime. Le monde se souvient d'Halabja, cette ville kurde bombardée au gaz toxique en mars 1988. Près de 5000 civils tués en une seule journée, leurs corps gisant dans les rues. Mais derrière cette image tristement célèbre se cachent les souffrances de milliers d'autres femmes kurdes. Une douleur plus silencieuse, mais tout aussi dévastatrice. Certaines perdirent toute leur famille en une seule rafle. D'autres, déplacées, furent forcées de se remarier. Beaucoup portèrent ce traumatisme pour le reste de leur vie, murés dans le silence. Dans le silence tendu du désert, une ligne invisible est sur le point d'être franchie. Une décision qui va redessiner la carte du Moyen-Orient et plonger la région dans le chaos. Le 2 août 1990, les chars de Saddam Hussein envahissent le Koweït. Le petit émirat, riche en pétrole, est annexé en quelques heures. Pour les États-Unis et leurs alliés, cette agression est une menace directe pour l'équilibre des forces. La réponse est rapide. Une coalition internationale massive se forme avec un objectif clair, repousser l'armée irakienne. En janvier 1991, la guerre du Golfe éclate. Pendant des semaines, le ciel irakien s'embrase. Les bombes de la coalition pleuvent sur le pays, visant les infrastructures stratégiques. Les ponts s'effondrent, les centrales électriques se taisent, les systèmes d'approvisionnement en eau sont détruits. L'armée irakienne, pourtant immense, ne peut rien face à la supériorité technologique de ses adversaires. Fin février, les soldats de Saddam sont contraints à une retraite chaotique. Le Koweït était libéré. Mais pour l'Irak, le cauchemar ne fait que commencer. Saddam Hussein reste au pouvoir, mais il règne sur un pays en ruine. L'électricité n'est plus qu'un souvenir intermittent, plongeant les villes dans l'obscurité. L'eau potable devient une denrée rare et précieuse. Dans les hôpitaux, privés de tout, les médecins luttent pour soigner les malades sans équipement. Ce sont les civils, et surtout les femmes et les enfants, qui perdent le prix le plus lourd. Après la guerre des bombes, commence une guerre silencieuse, celle des sanctions. Le blocus économique imposé par les Nations Unies devait affaiblir le régime. Mais dans les faits, il frappe la population au cœur. La nourriture se fait rare, les médicaments disparaissent des pharmacies, des produits aussi essentiels que le lait en poudre ou les antibiotiques deviennent inaccessibles pour des millions de personnes. Impuissantes, les mères voient leurs enfants dépérir de faim ou de maladies évitables.
La souffrance est partout, dans chaque foyer. Les rapports de l'ONU estimeront plus tard à des centaines de milliers le nombre d'enfants irakiens morts à cause de l'embargo durant les années 90. Derrière chaque chiffre, une tragédie silencieuse. Ce sont les femmes qui portent le fardeau de la survie. On les voit dans les files d'attente interminables pour une ration de pain, échanger leurs derniers biens contre un médicament. Elles luttent pour maintenir une apparence de normalité dans un pays qui s'effondre. Mais le pire était encore à venir, car Saddam n'était pas seul. Ses deux fils, Uday et Qusay, ont été élevés dans l'ombre de sa cruauté. Et ils allaient bientôt prouver qu'ils étaient les dignes héritiers de leur père. Dans les rues de Bagdad, certains noms n'étaient jamais prononcés à voix haute. Ils étaient murmurés, chargés d'une peur qui glaçait le sang. C'étaient les noms des fils de Saddam Hussein. Élevés dans le privilège et dotés d'un pouvoir absolu, ils n'ont pas cherché à servir leur pays, mais à assouvir leur propre cruauté. Uday, l'aîné, était la figure la plus redoutée. Son comportement était imprévisible, sa violence légendaire. Son obsession pour les femmes était connue de tous. Régulièrement, ses gardes sillonnaient les rues, les écoles ou les universités à la recherche de jeunes filles. Une fois emmenées dans son palais, beaucoup ne revoyaient jamais leur famille. Un cauchemar dont personne n'osait parler. Dans les foyers, les mères suppliaient leurs filles de ne pas attirer l'attention, de ne pas trop bien s'habiller. Un simple regard d'Uday pouvait signer la fin de leur avenir. Sa cruauté ne s'arrêtait pas là. Il prenait un plaisir particulier à cibler les mariés. Il lui arrivait de faire irruption dans des mariages avec ses hommes, de battre ou tuer le marié et d'enlever la jeune femme. La terreur était constante, car un jour de fête pouvait se transformer en scène de crime. À l'ombre de son frère, le cadet Qusay opérait différemment. Moins public, mais tout aussi dangereux. Il contrôlait l'appareil sécuritaire de l'Irak, de la garde républicaine au service de renseignement. Ce pouvoir lui donnait une autorité totale sur les prisons et les centres de détention où des milliers d'Irakiens, dont de nombreuses femmes, étaient enfermés. Derrière ces murs, une autre forme de terreur était à l'œuvre. Les femmes y subissaient des tortures et des humiliations systématiques. Certaines étaient détenues pour faire pression sur un mari ou un frère opposé au régime. D'autres étaient accusées de crimes imaginaires, leur calvaire servant d'exemple. Sous le commandement de Qusay, ces abus n'étaient pas des accidents. C'était une stratégie, une machine conçue pour briser les esprits. Ensemble, les deux frères avaient tissé une toile de peur sur tout le pays. Dehors, les hommes d'Uday pouvaient vous enlever à tout instant. Dedans, le système de Qusay s'assurait que même les âmes déjà brisées sombrent plus profondément dans le désespoir. C'était un monde où la sécurité d'une femme pouvait s'évanouir en un instant, et où aucune famille, aussi loyale soit-elle, n'était réellement à l'abri. Dans l'ombre du régime, aucune famille, aussi loyale soit-elle, n'était vraiment à l'abri. Les prisons de Qusay étaient redoutées, mais un autre nom glaçait le sang des Irakiens, Abu Ghraib. Bien avant que le monde ne découvre ses murs en 2003, ce nom était déjà un symbole de terreur en Irak. Les femmes qui y entraient disparaissaient souvent, et leurs familles n'obtenaient que rarement des réponses sur leur sort. Derrière ces portes, le silence était la seule certitude. Beaucoup de ces femmes n'avaient commis aucun crime réel. Un murmure critique contre Saddam, un refus de rejoindre le parti Baas suffisait. D'autres étaient enfermés simplement parce que leur mari, leur frère ou leur fils s'étaient opposés au régime ou avaient fui le pays. Le régime ne punissait pas seulement les actes, mais aussi les liens du sang. Dans les cellules, la survie était une lutte de chaque instant. La nourriture était rare, les soins médicaux inexistants, et les maladies se propageaient dans l'indifférence générale. Mais la pire souffrance était infligée délibérément. D'anciens gardes et des survivantes ont plus tard décrit comment la violence sexuelle était devenue un outil de contrôle systématique. Les viols n'étaient donc pas seulement des agressions, mais des mises en scène, parfois devant les membres de la famille, pour anéantir des foyers entiers. Pour les hommes forcés d'assister à cette horreur, l'objectif était de détruire leur dignité et d'étouffer toute pensée de révolte. Pour celles qui étaient finalement libérées, le calvaire ne s'arrêtait pas. Dans la société irakienne, le viol portait un stigmate social écrasant. Rejetés par leur propre famille, beaucoup étaient traités en coupables plutôt qu'en victimes. Certaines ont choisi de s'enfermer dans le silence,
isolés par un secret trop lourd à porter. D'autres ont même été tués par des proches, convaincus que l'honneur familial avait été souillé. Pour elles, il n'y avait aucune échappatoire. Loin de l'agitation des villes, dans le sud de l'Irak, un autre drame se noue en silence. Au cœur des zones humides, un peuple vit en symbiose avec l'eau depuis des siècles, les Arabes des marais. Leurs maisons, tressées dans le roseau, flottent au gré des courants. Leur existence est rythmée par la pêche, l'agriculture et l'élevage des buffles. Dans cet univers aquatique, les femmes jouent un rôle central. Leurs gestes assurent la survie des familles et la transmission des traditions. Mais cet équilibre millénaire est sur le point de se briser. Après la guerre du Golfe, le régime de Saddam Hussein les perçoit comme une menace. Il les accuse de cacher des rebelles et de soutenir les soulèvements. Pour les punir, il lance un projet démesuré, l'assèchement des marais. D'immenses canaux et barrages détournent les fleuves et l'une des plus grandes zones humides du Moyen-Orient se transforme en une terre craquelée et stérile. Du jour au lendemain, les villages qui flottèrent depuis des générations se retrouvent à sec, en ruine. Les animaux meurent, les femmes n'ont plus rien pour nourrir leurs enfants. Les familles sont contraintes à l'exode, marchant des kilomètres sous un soleil écrasant, à la recherche d'un point d'eau. Les mères portent les nourrissons dans leurs bras, tandis que les plus grands tentent de suivre. À la faim et à la maladie s'ajoute la terreur des raids militaires. Les femmes, souvent seules, deviennent des cibles faciles. Certaines sont battues ou agressées durant les fouilles. D'autres assistent, impuissantes, à l'exécution de leurs maris et de leurs fils, sous leurs yeux. Pour beaucoup, la seule issue est la fuite vers l'Iran, un exil qui les arrache à la terre de leurs ancêtres. Mais pour les femmes des marais, la perte est plus profonde encore. Ce n'est pas seulement leur foyer qui disparaît, c'est leur culture. Les chants, les savoir-faire, les rituels transmis de mère en fille depuis 1000 ans sont soudainement anéantis. Leur héritage, comme leur maison, n'est plus qu'un champ de ruines. Dans le silence des foyers irakiens, la peur avait un visage. Saddam Hussein savait que le véritable contrôle ne venait pas seulement des fusils, mais de la terreur qui s'infiltrait derrière chaque porte. Pour briser les familles et soumettre les hommes, il utilisa les femmes comme une arme. Si un homme était soupçonné de déloyauté, c'était souvent son épouse, ses sœurs ou ses filles qui en payaient le prix. Elles étaient arrêtées, harcelées ou poussées vers des situations qui anéantissaient leur vie. Une tactique particulièrement cruelle consistait à les marier de force à des hommes fidèles au régime. Il ne s'agissait pas d'amour, mais d'une transaction politique destinée à lier les familles à ses partisans, étouffant ainsi toute velléité de résistance. Refuser, c'était risquer la violence, la prison, ou pire, voir la menace peser sur ses propres enfants. Même la bienveillance affichée du régime était un piège. Ces prétendues œuvres de charité pour les veuves et les mères de martyrs semblaient offrir un soutien indispensable. En réalité, ces organisations étaient des instruments de surveillance. Accepter leur aide signifiait être fiché, suivi et observé en permanence. Les femmes qui en dépendaient vivaient dans l'angoisse constante de prononcer le mot de trop. Au début des années 2000, l'étau se resserre autour de Saddam. Les sanctions internationales étranglent l'économie et la pression du monde entier s'accentue. Mais sa réponse ne fut pas la concession, mais une escalade de la terreur. Il était convaincu que seule la peur pouvait maintenir l'ordre. La mort devient alors un spectacle public. Des femmes, accusées de prostitution, sont traînées sur la place publique et décapitées par des milices proches de la famille du dictateur. Souvent, ces accusations sont fausses. Leur véritable tort était d'avoir repoussé les avances d'hommes puissants ou d'avoir dénoncé des abus. Leur exécution n'était pas une punition. C'était un message gravé dans la mémoire collective par la peur. Mais en mars 2003, un bruit nouveau se fait entendre dans le ciel irakien. Le règne de la terreur touchait à sa fin. Une tempête de fer et de feu s'abat sur l'Irak, anéantissant les espoirs de Saddam Hussein de conserver le pouvoir. En quelques semaines, les forces de la coalition font s'écrouler tout l'édifice de son régime. Ses palais sont pris d'assaut. À travers le pays, ses statues monumentales sont renversées, ses portraits arrachés des murs. Dans les rues, des scènes contradictoires se jouent. Certains Irakiens célèbrent la fin de son règne, tandis que d'autres, hébétés, contemplent le chaos, incertains de ce que l'avenir leur réserve. Pour les femmes, la chute de Saddam est un soulagement teinté d'angoisse. La terreur d'État
C'est terminé. Fini la peur de voir des soldats défoncer la porte au milieu de la nuit. Mais le vide laissé par le pouvoir fait naître de nouveaux périls. Les gangs et les milices prospèrent, des groupes extrémistes émergent, et les enlèvements de femmes se multiplient. Celles qui espéraient la liberté découvraient une nouvelle forme de prison. L'ennemi n'était plus l'État, mais l'anarchie elle-même. Le 13 décembre 2003, près de sa ville natale de Tikrit, des soldats américains le découvrent enfin. Ils se terrent dans une simple cage souterraine, un trou creusé dans le sol. L'homme qui a fait trembler des millions de personnes est extirpé de la poussière, seul et sans défense. Partout en Irak, la nouvelle déclenche des scènes de liesse, et pour beaucoup de femmes, c'est l'espoir que justice soit enfin rendue. Lors de son procès, Saddam est accusé de crimes contre l'humanité. Les preuves sont accablantes et le tribunal le déclare coupable. Le 30 décembre 2006, il est exécuté par pendaison. Pour de nombreux Irakiens, c'est la fin d'une époque marquée par la peur. Mais pour les femmes, la mort du dictateur ne suffit pas à effacer les cicatrices. Elles ont survécu aux guerres, aux prisons, aux exécutions et à la terreur quotidienne. Son exécution ferme un chapitre, mais la douleur, elle, demeure. Un traumatisme transmis à la génération suivante.